Plus tard au rendez-vous 2022 cette année, j'espère que vous pourrez constater que de notre côté, notre engagement ne s'est pas arrêté. Dans 5 ans, on a lancé des outils comme Accès Équité, des formations qui sont maintenant disponibles, des programmes comme Franco Santé, Café de Paris, des stratégies d'utilisation de ressources comme pour rentrer dans les systèmes. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans les 5 dernières années. Donc, si 5 ans, on disait « je m'engage », maintenant, moi, je vous dis, ben, allez-y. Allez voir ce qui existe, puis allez vous en servir. Allez visiter nos différents outils, allez sur la page web de la SSF, visitez les kiosques, informez-vous, participez le plus possible. C'est un moment excellent de le faire. La déclaration continue de vivre. Le kiosque est disponible. Vous pouvez lire la déclaration et vous pouvez encore y adhérer, soit vous comme individu ou soit votre organisme également. Donc, je vous invite à aller consulter ça, c'est assez important. Je termine. Les prochains mois, années vont présenter des défis importants en santé, qu'on parle de reconstruction des systèmes de santé post-COVID, de pénurie de main-d'œuvre actuelle ou future, du manque d'accès à des services de santé mentale, j'en passe bientôt. Puis à ceci, ben, je vous dis, on va être prêt. Pour terminer, je pense qu'il faut souligner les 12 mois de préparation qui ont mené au rendez-vous. Le rendez-vous derrière le rideau, c'est 12 mois de travail et 12 mois de priorités concurrentes, évidemment. Donc, un grand merci à l'équipe de la SSF qui a tout planifié, que ce soit Ève, Adam, Lise, Émilie, Nathalie Boivin, Nathalie Sombier, Cynthia, Sérivan ou Julien. Tout le monde dans l'équipe de la SSF a contribué pour amener l'événement où ce qu'on est aujourd'hui. Grand merci donc à vous qui vous présentez cette semaine pour participer. Un grand merci à tout le monde qui est engagé dans sa vie de tous les jours à faire en sorte que les francophones d'aujourd'hui et les francophones de demain soient en meilleure santé. Merci beaucoup et bon événement, bon rendez-vous. Merci, Antoine. J'aimerais maintenant vous présenter Adam Berada, qui est agent de relations publiques à la SSF. Adam sera avec moi pour la discussion avec notre prochain invité. Adam, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Véronique, bonjour tout le monde. C'est un plaisir donc de m'adresser à une foule aussi nombreuse. Moi, étant un peu timide de nature, on va dire que c'est une sorte de thérapie de vous parler à tous ensemble là. Donc, c'est aussi ça la santé en français, nous donner l'occasion de nous dépasser. Exactement. Ça va bien se passer, Adam. Je suis tellement contente que vous soyez là avec moi. Alors, si vous le voulez bien, allons-y tout de suite avec notre prochain invité, notre invité très, très spécial, qui est scientifique, enseignant, humoriste, écrivain. Je pense que tout le monde connaît notre prochain invité. C'est aussi un grand sage. Je le vois comme ça, moi, parce que je le lis régulièrement dans la presse. Il me fait beaucoup réfléchir. Il me touche toujours avec ses paroles et ses mots. Il est originaire du Sénégal. Il est titulaire d'un doctorat en océanographie, voilà, difficulté à dire ce mot-là, de l'Université du Québec à Rimouski. En plus d'être un biologiste, c'est un animateur, un humoriste, un auteur. On peut le lire dans la presse, comme je le disais. Il aime vulgariser la science sur scène, à la radio, à la télé, un petit peu partout. Il est membre du Cercle d'excellence de l'Université du Québec et de l'Ordre national du Québec. Bonjour, Monsieur Boucar Diouf. Ah, mon Dieu, quelle belle présentation. Véronique, je te remercie. Oh, ça nous fait tellement plaisir de vous accueillir. En fait, le français et la science, deux grandes passions pour vous, Boucar. Et donc, on peut certainement dire que vous êtes l'invité parfait pour le rendez-vous santé en français. J'avais pas beaucoup de temps, mais je dois reconnaître qu'Adam, il y a un pouvoir de persuasion illimité. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il n'y a pas d'option. Tu comprends? Parce qu'il a fini par me dire, je suis ton frère africain, si tu ne viens pas, on va te rejeter du groupe. C'est comme ça. Il prône la solidarité, mais il voulait me rejeter quand même si je ne venais pas. Alors, et moi, je suis un solidaire avant tout. C'est pour ça que je suis là, au-delà de la science, de l'écriture. Je suis un solidaire de la francophonie hors Québec. Et je pense que les gens qui sont avec nous le savent. J'ai sillonné la francophonie hors Québec un peu partout. Je suis allé dans les écoles. La dernière école où je suis allé, justement, c'est à l'école Gisèle Lalande, où je suis allé raconter des histoires aux jeunes là-bas avec la grande diversité culturelle, les jeunes venus de l'Afrique francophone qui étaient là. Et donc, on va parler de Gisèle plus tard, mais c'est ça. Moi, je suis un solidaire de la francophonie hors Québec. Je prends la parole pour dire tendons la main, parce qu'on dit souvent au Canada, on a 2 solitudes. J'ai dit non, et on a 4 solitudes au Canada. Il y a la solitude entre francophones et anglophones, entre les Québécois
qui sont majoritaires, et les minorités francophones, et une autre solitude entre les Blancs et les Premières Nations, les Autochtones. Ça en fait 4. Et donc, moi, dans ce que je fais, comme j'ai été porte-parole des rendez-vous de la francophonie pendant quelques années et que j'ai sillonné un peu les communautés francophones, j'essaie de dire aux Québécois, ben, décrochons un peu de notre nombril et regardons un peu plus loin. Parce qu'il y a des gens qui ont les mêmes mots sur le bout de leur langue que nous, qui sont juste là à côté. C'est important de leur parler, de leur tendre la main. Comment vous avez fait pour réaliser ça, Boucard? Parce que vous êtes arrivé, je pense que vous êtes arrivé au Canada, au Québec, en 1991. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait que rapidement, vous avez découvert les communautés francophones hors Québec et vous vous êtes attaché à ces communautés? Ben, d'abord, quand j'ai commencé à faire l'incursion dans le monde du spectacle, j'étais invité un peu en Saskatchewan, au Manitoba, dans le nord de l'Ontario aussi. J'ai fait des spectacles dans les petites salles comme ça. Et à chaque fois que j'arrivais là, j'étais ému parce que quand tu arrives dans un endroit, on parle de santé en français. La langue, c'est important. Moi, je suis un francophone, pas de première langue, mais le français, c'est ma 3e langue. Mais pour moi, c'est ma première langue ici. D'accord? Et quand tu arrives dans un endroit, à Gravelbourg, en Saskatchewan ou à Prince-Albert, et tu dis frérot Jacques, et quelqu'un répond dormez-vous, tu dis ah, c'est pas banal. Ça veut dire que toi et moi, on est capable de communiquer. On parlera de ça et on l'appliquera à la santé parce que pour moi, c'est fondamental. C'est communiquer en français. Quand tu arrives et tu es francophone, pour un immigrant, c'est tout aussi important. Et donc, d'arriver là et de me rendre compte qu'il y a des gens si loin du Québec que je ne connaissais pas, mais qui sont si proches de moi linguistiquement et culturellement, parce que je suis québécois quand même aussi. Moi, ça m'a ému. Et quand on m'a offert l'opportunité de faire le porte-parole des rendez-vous de la francophonie, je l'ai accepté tout de suite et ça m'a donné l'occasion de pousser la chose plus loin et du coup d'être au Québec et de prendre une distance et de dire aux gens, regardez, on se prépare à charcuter l'université de Sudbury, l'université Laurentienne, et ça devrait vous toucher. Ça devrait vous toucher, et un peu comme la fermeture de l'hôpital Montfort en 1997 a mobilisé au-delà des francophones de l'Ontario. Moi, j'étais un témoin de ça. Donc, c'est un peu ça aussi. C'est pour ça que je dis que je suis là comme solidaire, parce que je ne suis pas un expert en santé, même si j'ai enseigné quand même en sciences infirmières pendant une dizaine d'années. J'ai participé quand même à la formation des infirmières du baccalauréat en sciences infirmières. Donc, c'est un milieu que j'ai côtoyé de proche sans être là-dedans directement. Parlez-nous-en de cette expérience, Boucard. Qu'est-ce qui vous a mené et qu'est-ce que vous avez appris? Parce que là, c'est très, très près de ce que certains de nos invités vivent. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? L'enseignement ou l'immersion? Oui, l'enseignement en soins infirmiers. Ah, mais ça, c'est beaucoup. Moi, j'ai enseigné la physiologie humaine, qui est un sujet un peu drame pour les infirmières, parce que j'ai enseigné aux infirmières qui revenaient faire leur bac après. Certaines avaient 20 ans d'expérience, sont venues. Donc, en médecine, je n'avais rien à leur apprendre vraiment, mais je leur enseignais la physiologie humaine. Des fois, c'était très dur, parce que c'est des concepts qui étaient un peu loin de ces gens-là, de ces filles, je dirais, parce que c'est 99% c'était des femmes. Là, j'étais plongé dans un milieu très féminin. Et donc, ce que j'ai appris, c'est le dévouement de ces gens-là pour la santé. C'est leur capacité à tendre la main, l'empathie. Parce que c'est ça aussi, vous parlez du réseautage. Mais moi, je pense que le premier réseau de santé, c'est le réseau social. Le réseau social et communautaire, avoir des gens à qui parler, des gens à qui tendre la main, même avant d'arriver à l'hôpital. Ma mère avait un beau proverbe pour ça, c'est un proverbe sénégalais. Je ne sais pas s'il y a des Sénégalais qui sont avec nous, là, mais les Sénégalais ont un proverbe qui dit « Nit nitay garabam ». Ça, c'est en Wolof. « Nit nitay garabam », ça veut dire « l'humain est le meilleur remède pour son prochain ». Et ça, je trouvais ça fantastique. C'est comme un mantra pour moi. Quel que soit ce qui t'arrive, bien arriver à l'hôpital, c'est les autres, d'abord. Et on l'a vu avec la COVID. Quand la COVID est arrivée, puis nous a éloignés des autres et a mis
le virus a mis des porteurs asymptomatiques à l'intérieur et a dit aux gens, ben, l'autre qui est en face de toi pourrait te contaminer. Et du coup, on s'est retrouvé dans une réclusion où on ne pouvait plus se soigner les uns les autres. Et ça a été tough. Tu sais, je veux dire, il a parlé tantôt, Antoine Désilets a parlé du post-Covid. Mais la Covid, c'est quelque chose. Mais après, l'après, c'est tout aussi dommageable parce que l'humain n'est pas fait pour être isolé. Tu sais? Il n'est pas fait pour être isolé, il est fait pour être avec des gens, pour être écouté, pour être touché, pour communiquer, se chicaner, pour faire du gossiping. Même ça fait partie de notre santé mentale. Tu sais? Et donc, voilà, pour moi, on revient à la thématique de la rencontre qui est la solidarité. C'est ça. C'est tout ça le monde des sciences infirmières, là, ce que je retiens globalement, au-delà de la science que j'enseignais ici. C'est beau, hein, Adam, ce proverbe. Est-ce que vous pouvez le répéter, Boucar? Ah, Nit Nitei Garabam. Oui. Nit Nitei Garabam, c'est bien avant les médicaments et les docteurs, l'humain, c'est le meilleur remède pour son prochain. C'est les gens qui vont te soigner avant. Je veux dire, Véronique, on parle de santé en français, mais la vérité, c'est la solidarité qui donne la santé en français. Oui. Parce que si on est dispersé, les gouvernements, ce qu'ils veulent faire, c'est juste comment faire pour sauver de l'argent. On le voit au Nouveau-Brunswick, hein, notre saga avec Brian Higgs. Je sais qu'il y a des gens du Nouveau-Brunswick, nos frères, les Acadiens, qui sont avec nous. Mais c'est les poursuites contre le gouvernement, moi je suis ça de loin, mais je le suis quand même, là, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, c'est un droit de se faire servir en français. C'est un droit. Puis la santé passe par la langue. C'est pour ça qu'on a de la difficulté avec les enfants quand ils sont malades. Quand ton enfant, ton bébé est malade, là, tu ne peux pas lui parler. Où est-ce que tu as mal? Puis tu dis, tu formules, il faut que tu verbalises ta maladie pour qu'on puisse te soigner. L'enfant ne peut pas. Et donc, on devine, on dit, qu'est-ce qu'il y a? Eh, mon Dieu, il a l'air de souffrir. Peut-être qu'il s'est blessé, peut-être qu'il a fait. Mais c'est la même chose que vit la personne qui arrive dans un hôpital et qui ne peut pas verbaliser ce qu'il a. Ouais. Quand tu demandes ce qu'il a en anglais, il répond en français. Tu peux interpréter complètement de travers ce qu'il a comme problème et puis ça peut mener à quelque chose d'absolument dramatique. J'ai vu dans les infos qu'on m'a envoyé l'exemple de ce monsieur de l'Alberta qui s'appelle Eugène Trottier, ce qui lui est arrivé ici. Mais des Eugène Trottier, il y en a tous les jours. Moins dramatique que ça, mais il y en a tous les jours. Et la raison pour laquelle le sujet me passionne, c'est que comme immigrant, on vit la même chose. Quand tu arrives dans un nouvel environnement, tu n'es pas capable de communiquer tes besoins, c'est tough. C'est tough parce que tu ne peux pas dire ce que tu as, comment tu te sens, qu'est-ce que tu veux. Même moi, je suis arrivé à l'Université de Rimouski, mes cours de sciences avec l'accent québécois, je ne comprenais rien. J'écoutais, puis le professeur parlait, puis j'ai dit, OK, il fait quoi là? Quand tu découvres que les francophones du Canada, là, juste avec envoyer, ils peuvent remplacer 3/4 des verbes du dictionnaire. C'est va-t'en, c'est envoyer, viens-t'en, envoyer, monte, c'est envoyer, chante, c'est envoyer. Envoyer à la maison. Envoyer à la maison. Et s'ils veulent que tu le fasses au plus sacré, ils vont dire envoyer, ça veut dire fais la viette, là, va-t'en, là. Et puis tout ça, c'est à apprendre. Mais je veux dire, quand tu as des besoins, j'ai des souvenirs. Je te raconte une anecdote, c'est intéressant. Ce n'est pas médical, mais c'est vrai. Ma sœur est venue ici, puis je l'accompagne dans un magasin, puis elle voulait s'acheter un chandail. Donc, elle prend le chandail et demande comment qu'elle a dit ça. Et la fille lui dit... c'est un beau gilet. C'est un beau gilet? Non, il a dit, tu veux-tu l'essayer? Tu veux-tu l'essayer? Et donc, ma soeur qui vient d'arriver du Sénégal, elle dit, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, tu veux-tu l'essayer? Ma soeur a dit, je ne comprends pas. Et là, elle se fâche et dit, tu veux-tu l'essayer? Et moi, alerté, j'arrive à la rescousse, puis je dis à la fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis la fille me dit, elle fait semblant de me faire croire qu'elle ne comprend pas ce que j'essaye d'y dire. De me faire croire qu'elle ne comprend pas ce que j'essaye d'y dire.
Là, il dit, écoute, d'abord, dire, c'est vraiment très poétique, mais avancé. Mais toi, tu lui dis, tu veux-tu. Fatalement, elle se demande si elle doit répondre, oui, je veux, je, ou non, je veux, je pas. Ça, c'est sûr. Hein? Et là, j'étais comme un agent de conciliation, un agent de raccommodement, parce que quand la communication n'est pas là, ça prend un comme ce que j'ai fait. Ouais. Si vous ne pouvez pas parler en français, trouvez quelqu'un pour traduire pour les autres. Ben, je te vois Oui, pas. En santé, on le vit ici. Et ça, c'est du magasinage, Boucard. Ça, c'est du magasinage. Mais quand on a des problèmes de santé, quand on a, que ce soit un bras cassé ou un cancer, d'être obligé à ce moment-là de s'exprimer dans une autre langue, ça peut devenir quand même assez compliqué. Et c'est pour cette raison que les efforts qui sont faits de part et d'autre partout au pays depuis des années, ce mouvement de solidarité qui fait en sorte qu'on a des services en français dans notre système de santé, c'est quand même assez impressionnant. Comment, avec vos observations, Boucard, vous voyez ça comment de l'extérieur, quand vous regardez dans les communautés francophones et acadiennes, comment vous voyez ça, le système de santé, les services en français? Ça doit quand même vous impressionner. Oui, mais parce que moi, je pense que quand on est malade, ce dont on a besoin, c'est d'un endroit réconfortant, d'abord. Et c'est la vérité. Quand on dit l'humain est le meilleur remède pour son prochain, c'est vrai. Ce n'est pas juste la pilule et tout le reste là. Pour moi, les médecins les plus extraordinaires, c'est le médecin qui a de l'écoute et de l'empathie. Bien avant d'écrire des trucs puis des diagnostics, tu sais. Donc, quand tu es malade et tu arrives, tu as besoin d'un espace qui est sécuritaire d'abord et tu as besoin de te faire comprendre, de comprendre et de te faire comprendre. Si l'autre ne parle pas ta langue, ça prend quelqu'un pour jouer le trait d'union, tu sais. Quand tu dis afro-québécois, un trait d'union, c'est quelqu'un, c'est un agent d'intégration, quelqu'un qui traduit. On vit la même chose avec les communautés atikamekw ici, là, tu sais. À l'hôpital de Joliette, tout le monde se souvient de ce qui est arrivé à Dioye-Oseakwan ici. Les Premières Nations vivent ça. Ils arrivent dans un endroit qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Déjà, ils sont insécures en arrivant. Puis après ça, quand la langue est un obstacle, ça complique encore 2 fois ou 3 fois plus la chose. Donc, pour moi, la santé, c'est ce que nous avons de plus important, Véronique. Le virus nous l'a rappelé. Excusez-moi de ramener à la COVID, mais c'est ça. Je veux dire, le virus nous a rappelé que ce qu'on a de plus important, c'est ça. Il nous a dit, regardez, vous pouvez courir, faire tout ce que vous voulez, mais la vérité, c'est que d'être en santé, c'est la chose la plus importante. Parce que quand tu n'es plus en santé, tu es prêt à te débarrasser de tout ce que tu pensais essentiel pour retrouver la santé. Hein? Il y avait, comment il s'appelait donc? Ah oui, c'est Paulo Coelho a écrit une citation que je trouve fantastique. Il disait, bizarres sont parfois les êtres humains. Ils pensent toujours le contraire de ce qu'ils ont. Ils sont pressés de grandir et aussitôt après soupirent après leur enfance perdue. Ils perdent la santé pour avoir de l'argent et aussitôt après sont prêts à perdre leur argent pour retrouver la santé. Ils pensent avec tant d'anxiété à l'avenir qu'ils oublient de vivre le présent et ainsi ne vivent ni le présent ni l'avenir. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et ils meurent parfois comme s'ils n'avaient jamais vécu. Alors, pour moi, c'est quand tu es malade, c'est pour ça que je me dis le service, l'organisme qui défend les droits des minorités des francophones et des Acadiens en milieu minoritaire, à avoir des services de santé en français, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Au-delà de tout le reste, honnêtement, je trouve que c'est un pilier d'une grande importance et c'est jamais peu. Et j'étais solidaire de la lutte des francophones de l'Ontario quand le service de restructuration des services de santé de l'Ontario a décidé l'hôpital universitaire Montfort qui a décidé. Oui, parlons-en. Oui. Parlons-en. On a souligné le 25e anniversaire de SOS Montfort en 1997. Oui. C'était en février, donc ça a fait 25 ans. Et d'ailleurs, on doit quand même souligner une figure importante du mouvement, Gisèle Lalonde. Vous parliez tout à l'heure de l'école. Gisèle Lalonde est décédée cet été. Exactement. Alors, parlons-en. Vous, ça faisait 6 ans que vous étiez au Canada et vous avez pris connaissance de ça. Comment? Mais parce que j'écoutais les nouvelles, comme tout le monde, parce que cette lutte est devenue
une lutte qui a dépassé les frontières de l'Ontario, qui a résonné chez tous les francophones qui ont dit, mais ça n'a pas d'allure. Dans un pays où le droit d'avoir de la santé dans sa langue, la langue française est garantie par la Constitution, et on voit ça ne se peut pas. Et ça a dépassé les frontières. Quand on a commencé à fermer l'université de Sudbury, du moins la partie francophone, il y a 2 ans, j'ai écrit un texte là-dessus qui a touché les Québécois. J'ai écrit un texte dans les médias pour dire, vous ne pouvez pas rester indifférent à ça, c'est impossible. Mais regardez, là, ça ne peut pas être ça. Et ça a résonné aussi plus loin, beaucoup plus loin. Et encore, quand le premier ministre de l'Ontario a un peu mis le frein sur le financement de l'université francophone, ça aussi, ça a interpellé les gens au-delà de l'Ontario. Et l'hôpital Montfort, c'était ça aussi. Je dois avouer qu'il y a aussi la personnalité de Gisèle Lalande, parce que je pense que la santé en français, ça passe par la capacité à mobiliser les gens, l'opinion publique, à défendre ses droits aussi juridiquement, n'est-ce pas? À réseauter, se défendre juridiquement et mobiliser l'opinion publique. C'est les 3 choses les plus importantes. Et Gisèle était une experte dans la mobilisation de l'opinion publique. Et c'est ça qui a fait la différence. À un moment donné, ben oui, ce n'est pas juste ça, parce que les gens sont allés en cours aussi pour dire non, vous ne pouvez pas faire ça, ils ont gagné. Mais il reste que ça prend des figures pour dire nous n'accepterons pas ça. Nous n'accepterons pas ça. Et plus le cri va être fort, ben plus il va résonner au-delà du milieu où se trouve la chose. Je dis souvent, l'écho d'une langue peut aider à la faire résonner plus loin. Et c'est ça, je pense, qu'on oublie, nous, au Québec. C'est quand on parle de francophonie, on est tellement obsédé par ce qu'on vit qu'on oublie qu'il y a des gens à côté qui peuvent faire résonner ce que nous vivons plus loin encore, et inversement. Mais j'ai toujours été passionné par parce qu'en arrivant au Canada, moi, je pensais que les francophones, il y en avait juste au Québec. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait des francophones hors Québec. Je suis arrivé au Québec en me disant, bon, ben, francophonie canadienne, c'est ici. Historiquement, ils étaient plus nombreux, mais avec le temps, ça s'est ramassé là. Puis après ça, j'ai été en Acadie, j'ai fait des tournées extraordinaires en Acadie, je me suis chanté chez moi. J'ai écrit des textes sur l'Acadie. Une fois, j'ai écrit dans la presse un texte où je disais que j'étais acadien. Puis le maire de Bas-Caraquette m'a envoyé un message pour me dire, alors, si tu veux vraiment être vraiment acadien, viens ici, là, je vais te donner un terrain pour que tu habites avec nous. J'ai dit, attends, ça va venir. Ça va venir. Mais je pense que c'est juste une curiosité puis un désir de rencontre. C'est un désir de rencontre qui a été facilité. C'est pour ça que ce qui se passe de l'autre côté m'interpelle. C'est tout. Adam, est-ce que vous avez une question pour Boucard? Oui. Une question, peut-être pas, non, mais il faut dire que tout ce qu'a raconté mon frère Boucard, mon frère africain, parce que moi-même, je suis d'origine africaine, ça rentre tellement en résonance avec ma propre expérience. Moi-même, quand je suis arrivé, je croyais comme lui que les Québécois étaient les seuls francophones du Canada. Oui. Grande a été ma surprise, je veux dire, d'en découvrir à l'extérieur du Québec. Et tant mieux pour moi, parce que là, je suis installé en Ontario et je me considère comme un franco-ontarien, on va dire, de souche. Peut-être pas de souche, mais en tout cas, Ah oui, de souche. en tout cas, mais je me sens tellement chez moi ici. Et lorsque j'ai postulé pour travailler à la Société Santé en français, au-delà du poste lui-même qui était intéressant, c'était aussi par esprit de solidarité. Parce que quand j'ai vu que la Société Santé en français s'occupait justement de promouvoir les services de santé en français pour les communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, j'ai dit que je voulais sincèrement apporter ma petite contribution justement à cette œuvre. Moi-même, j'ai ressenti ça quand je suis arrivé et quand j'ai été confronté à la maladie d'un de mes enfants et où là où j'habitais, je me retrouve à aller voir un médecin qui était uniquement anglophone. Je suis bilingue. C'est-à-dire l'anglais, je m'en suis servi pendant des années dans mes études, mais comme on le dit nous-mêmes aussi dans le cadre de la déclaration d'Ottawa, mais quand je suis malade, je ne suis pas bilingue. A fortiori, si c'est l'un de mes enfants, je le vois souffrir devant moi et quand on me demande de quoi il souffre, mais je n'en sais rien. Si je viens vous expliquer ça en anglais, ça va plus ressembler à un patois étranger, mais ce n'est pas ça. Ouais. Donc,
Effectivement, oui, donc c'est par esprit l'esprit de solidarité, donc on parle beaucoup. Je suis heureux de constater que au moins là où je travaille, là dans le mouvement santé en français, ce n'est pas un terme qui est galvaudé. Il y a une réelle solidarité qu'on s'applique quand même à faire rayonner dans toutes les provinces. Et je suis heureux donc d'entendre Boucar aussi en parler et qu'on en parle tous pendant cet événement. C'est Voilà. beau de vous entendre. C'est beau de vous entendre, les deux frères africains. J'aime beaucoup ça. Et justement, on parle beaucoup d'immigration dernièrement. Boucar, le gouvernement fédéral qui a annoncé la semaine dernière vouloir accueillir 500 000 immigrants d'ici 2025. On pense souvent que l'immigration francophone, c'est la survie du français au Canada. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, moi, je ne pense pas que c'est la survie. La survie passe. Ça va contribuer au moins, ça va contribuer. Mais la survie passe aussi par les gens qui sont là, et les luttes qu'ils mènent pour ralentir le rouleau compresseur de l'assimilation, parce que c'est un rouleau compresseur qui avance, et de donner un certain amour de la langue à leurs enfants, à leurs petits-enfants. On dit une langue, c'est comme une amoureuse. Il faut s'en occuper affectueusement. Sinon, elle file à l'anglaise, puis French, une langue étrangère. C'est comme ça. Hein? Si vous voulez, elle va Frencher une langue étrangère. Elle French à l'anglaise. Oui. C'est très bon, ça. Il faudrait que j'essaye ça un jour. Ah, exactement. Il y avait Michel Lauzière qui avait sorti une définition que je pense qu'il faut éviter d'aller là. Il disait « français ». Une langue qui contient tellement d'anglicisme que bientôt les Anglais vont le parler sans s'en rendre compte. C'est celle-là qu'il faut éviter. Mais justement, les jeunes, je veux parler un peu des jeunes parce que on a déjà eu une conversation, vous et moi et Adam, il y a quelques semaines. Et puis moi, il y a quelque chose qui me préoccupe profondément. J'ai 2 ados, ils ont grandi à Ottawa, ils sont nés à Ottawa, 2 parents francophones. On parle français à la maison depuis toujours. Bien sûr, il y a des petites expressions là à la franglaise. On n'est pas parfait quand même, mais on a l'amour du français, on apprécie notre culture. Moi, j'ai été animatrice à la radio, j'ai fait découvrir la musique francophone à mes enfants, on a consommé du cinéma francophone. Bon, on fait des efforts, mais il arrive un moment où les jeunes, ils se rebellent un peu et là, tout d'un coup, le français est un peu moins important dans leur vie, pour ne pas dire quasi inexistant. Et là, ils se mettent à parler anglais, même entre frères et sœurs à la maison. Et là, moi, je passe mon temps comme une enseignante dans un conseil scolaire francophone à Ottawa, dans une école secondaire. Je dis, « Hey, parlez français, parlez français. » Mais mes enfants me disent, « Maman, on se fait toujours dire ça, puis ils viennent presque à avoir un dégoût du français. » Alors, elle est où la solution, Boucar, vous qui êtes si sage? Réglez-nous ce problème dès maintenant. Je ne sais pas où est la solution, mais la culture y est pour beaucoup. Moi, je suis allé au Collège Boréal quelques fois. Je m'en vais dans les écoles francophones au Nouveau-Brunswick. Quelquefois, je suis allé au Collège Louis Riel, au Manitoba, pour rencontrer les jeunes et si tu les vois dans la classe, ils parlent français, dès que ça sort de la classe, allez, fini. C'est comme si le français, là, en sortant de la classe, c'était fini. Là. On passe à l'anglais tout de suite, mais je pense que la culture y est pour beaucoup. Parce que, et ça, je l'écris souvent ici, c'est valable pour les Québécois, sont beaucoup, la langue, c'est la langue, notre langue, la langue. Puis moi, je le dis des fois, attendez un peu, la langue, c'est un outil de communication, c'est vrai, mais la culture, c'est le pilier central de tout ça. C'est le pilier et ce n'est pas parce que quelqu'un parle la langue qu'il adhère à la culture. Contrairement à ce que vous pensez. Vous parlez d'intégration, mais il y a beaucoup de jeunes issus de la loi 101, les enfants de la loi 101 qui parlent français, mais qui n'ont aucun rapport avec la culture. Ce sont des francophones de culture américaine. Parce que tu les vois, ils sont branchés et ce qu'ils regardent, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je pense que de stimuler la culture dans les communautés francophones, la solidarité aussi des plus vieux, c'est de leur montrer que ça, c'est important. Pourquoi? Viens, je vais te montrer, parce qu'on se tient la main pour refuser de se faire imposer des soins en langue anglaise seulement au Nouveau-Brunswick. On ne l'acceptera pas. C'est de voir des mouvements comme ça. Plus tard, ils vont revenir là-dedans.
Parce que des fois, les jeunes, on a tendance à les diaboliser, mais il y en a qui avancent. Damien Robitaille, c'est un exemple. Oh, Damien, on l'aime assez. Proche de chez nous. Mais Damien, c'est quelqu'un qui plus tard a dit « Hey, elle est belle, notre langue. » C'est vrai que je suis bilingue, que je parle anglais, mais moi, je veux faire de la chanson en français. Puis il est allé là-dedans. Parce que c'est une magnifique langue qui est remplie de nuances extraordinaires. C'est quand on parle, et pour revenir à la santé en français, c'est quand tu es malade, tout est dans la nuance quand tu expliques ce que tu as. Même si tu penses que tu es un anglophone, il y a des nuances dans ta langue maternelle que tu ne peux pas exprimer assez clairement. Tu ne peux pas juste t'as malou, puis tu dis j'ai bobola, là, c'est fini les diagnostics. J'ai bobola. Il faut que tu dises, hey, j'ai comme des petits. Il y a tout ça que tu dois affiner la chose. Et pour affiner, en général, il faut que tu mélanges les émotions avec les mots. Et ça, c'est dans ta langue maternelle que tu fais ça. Le diagnostic est plus précis quand tu parles dans une langue où les mots portent des émotions. Tu comprends? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben oui, absolument. Moi, j'ai été malade, j'ai été dans le système de santé comme tout le monde. Et puis, c'était quand même assez complexe. Là, je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie en santé, là, mais c'était complexe ce que je vivais. Et puis, j'avais un médecin unilingue anglophone à ce moment-là. J'étais pas, c'est un spécialiste. Et puis, on n'arrivait pas. Des fois, il me disait des choses. Puis, pourtant, je suis parfaitement bilingue. Et il y a des moments où je pleurais. Je pleurais beaucoup même. Oui. Parce que je me disais, je suis non seulement malade, mais je suis incomprise. Et puis, on ne se comprend pas, là. Et finalement, il y a eu des interprètes, puis il y avait une infirmière francophone qui a pu aider. Mais si ça n'avait pas été de cette infirmière, j'aurais eu beaucoup de difficultés à comprendre ce qui se passait parce que c'était très, très, très complexe. C'était pas juste j'ai le bras cassé ou j'ai mal à la gorge. Oui. C'était quelque chose qui était, tu sais, quelque chose que je ne pouvais même pas m'imaginer. Imagine si tu peux expliquer au médecin que tu t'es déranché le bras. Déranché le bras, exact. Tu sais que déranché a une dimension entortillement avec des ligaments qui craquent. Mais ça, déranché, c'est très bon, ça. Je voulais aller chez le ramacheur parce que je me suis déranché le bras. Ça prend de la précision. Oui. C'est ça. Mais tu vois, la même chose, on le vit. Tu parlais de l'immigration francophone. Pour revenir à ta précédente question, je pense que l'immigration francophone, c'est du renfort. C'est un excellent renfort. Et ce que je trouve qui est fantastique, c'est de souhaiter que ces gens-là qui arrivent soient des alliés à la cause et qui adhèrent. J'ai vu une fois une jeune originaire d'Afrique qui s'est tellement intégrée en Acadie, qui marchait pour la défense des francophones, qu'elle marchait, était là-dedans, puis c'était tellement beau à voir, puis elle disait, nous les Acadiens, mais j'ai dit, voilà, c'est ça, là. C'est ça dont on parle, et de s'arranger aussi pour que la deuxième descendance se sente franco-ontarienne, franco-manitobienne, francophone de la Saskatchewan, la deuxième génération, parce que on a une proverbe africain qui dit, dans une forêt qui est multiculturelle, l'idéal, c'est pendant que les racines se chicanent dans le sol, les branches s'embrassent dans les airs. Tu sais? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. Oui. Ça veut dire que la première génération, comme Adam, qui est là, il peut avoir de la misère un petit peu. Tu lui dis, tu vas péter aux frettes, il ne comprend pas ce que tu veux dire. Tu ne sais pas c'est quoi péter aux frettes, mais les enfants qui ont grandi là, ben, sont plus enracinés. Les enfants s'embrassent parce qu'ils épousent la cause puis deviennent des gens qui défendent la cause. Et ça se fait dans l'intégration. Pour moi, c'est important ça, de marcher les uns vers les autres et qu'il y ait des zones de recouvrement. Parce qu'on dit tout le temps la diversité, c'est la richesse. Mais la diversité, c'est la richesse quand il y a ça. Quand chacun ne s'enferme pas comme ça dans une tour, puis se fait des monologues. Et il y a l'impression qu'il ne se passe rien de l'autre côté des murs de sa forteresse. N'est-ce pas? Et pour moi, quand les immigrants qui arrivent et qui réussissent à faire ça avec les gens qui étaient déjà là, c'est fantastique parce que ça devient une source de vitalité extraordinaire et une diversité, mais en même temps dans la continuité. Et les gens qui arrivent, quand on parle de santé en français, ils vivent à peu près la même chose, mais culturellement. Moi, j'avais peur d'aller à l'hôpital ici, parce que je m'étais dit, si je vais, c'est sûr, je vais me parler, ils ne comprendront pas.
Puis, et donc, même quand j'avais quelque chose, je restais chez moi. Je me disais, ça va passer. Jusqu'à aujourd'hui, là, ma blonde est en arrière, elle sait que je ne suis pas quelqu'un d'hôpital. C'est comme... ça me fait... Mais j'y vais quand j'ai des bugs pour de vrai. J'espère que vous allez y aller si vous êtes très malade, là, parce qu'on veut vous garder longtemps à Boucard. J'ai des souvenirs. Moi, je suis allé à l'épicerie quand je suis arrivé. Puis, je fais l'épicerie. Je ne savais même pas comment faire l'épicerie. Pour être honnête avec toi, là, moi, c'est quelqu'un, moi, si je n'avais jamais voyagé, on m'amène ici, j'arrive dans l'épicerie, je regarde la nourriture, dans les boîtes. Je regardais ça, je me dis, tout ça, ça se mange. Si, de temps en temps, je voyais une orange, un poulet, je disais, OK, ça, je connais ça, d'accord? Puis, après ça, ben là, j'arrive pour chercher un taxi pour rentrer chez moi. Et là, je demande à la caissière, où est-ce qu'on peut trouver un taxi? Et elle, à part avec l'idée qu'elle ne peut pas comprendre ce que je vais lui dire, c'est-à-dire que le blocage était fait avant même que je parle. Tu sais. Il dit, habillé en flanellette africaine, c'est sûr, je ne comprendrai pas. Donc, où est-ce que je peux trouver un taxi? Et elle me dit quoi? J'ai dit, où est-ce que je peux trouver un taxi? Elle dit quoi? J'ai dit, mais c'était parles-tu français? Où c'est que je veux trouver un taxi? Et là, elle dit, taxi. Et là, elle me dit, autre porte, téléphone beige, ligne directe, mais en criant, tu vois? Et là, j'ai dit, mais d'abord, pourquoi tu cries et pourquoi tu conjugues pas tes verbes, tu sais? Autre porte, téléphone beige, ligne directe, je parle français comme toi, là. Mais ces blocages-là, je les ai vécus souvent. Même à un âge plus avancé, j'ai été engagé pour animer les Kiwis et des hommes avec Francis par un grand hasard. Et quand je suis arrivé là, j'ai parlé, les gens, ils ne comprenaient pas ce que je disais. Beaucoup de gens. Et ils écrivaient des lettres pour dire, je ne comprends pas. Il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas. Et c'est pour ça cette attention d'essayer de comprendre l'autre qui ne parle pas la même langue que toi ou qui n'est pas de la même culture que toi en situation de vulnérabilité. Et de le faire avec le respect. Et le faire avec le respect. Le faire avec le respect. Avec la patience aussi. Avec la patience. Parce que parfois, je pense que ça va vite. Hein? Oui. Tout va vite. Oui. Et des fois, trop vite. Et il faut s'arrêter et dire, bon, il y a quelqu'un qui me tend la main. Oui. Je devrais peut-être être attentif et attentionné et essayer de l'aider. Parce que là, il y a visiblement, comme vous viviez l'affaire du taxi, c'était quand même assez frustrant et décourageant pour quelqu'un qui comprend pas le système, qui comprend pas ce qui se passe. C'est la même chose dans le système de santé. Si quelqu'un arrive pas capable de s'orienter, pas capable de... C'est terrible parce qu'on est à notre plus vulnérable à ce moment-là. Souvent. Pas toujours, mais souvent, on est vulnérable quand on est dans le milieu de la santé parce qu'on a besoin d'appui, on a besoin d'aide. Il y a des salutations, Boucard. Simplement vous dire que ça a passé tellement vite, mais il y a des salutations. Salam alaikum de Boucard, et je ne sais pas si je... Et Jerefesh, d'être avec nous. On vous attend encore dans la péninsule acadienne et sûrement à Bas-Caraquet. Alors ça, c'est Barbara Lausier qui vous dit bonjour. Voilà, tu diras à Barbara, quand on m'avait dit BC, j'avais compris British Columbia, puis ils m'ont dit non, c'est Bas-Caraquet. Voilà. Et il y a aussi, il y a des gens qui disent que vous êtes tellement intéressants. Salutations, merci d'être là. Il y a des gens, on avait des réactions au fur et à mesure où vous parliez de choses. Effectivement, c'est tellement vrai. Alors, les gens sont engagés dans la conversation. Et puis, il y a salutations aussi de Rimouski. Bon, voilà, où vous avez étudié. On a quelqu'un de Rimouski qui veut vous saluer. Oui. Ça, c'est la première lumière après Québec. Là. Ouais. Mais est-ce que vous êtes arrivé à Rimouski ou vous êtes arrivé ailleurs au Québec? Ça a été quoi votre premier lieu? C'est Rimouski qui est mon atterrissage. Là. Moi, j'ai pris l'avion du Sénégal. Je suis arrivé à l'aéroport de Montjoli Rimouski. Puis, je suis resté là 17 années. Tu sais. 17 années, ça a été quand même assez pour apprendre, pour m'approprier un peu une partie de l'identité collective des gens d'ici. Puis, juste pour ne pas oublier, tu parlais, Véronique, tantôt de la patience, de l'empathie, et c'est surtout plus important pour les personnes âgées. C'est les gens qui sont gériatres le savent, parce qu'il y a beaucoup, le système de santé au Canada, en général, c'est beaucoup aussi les personnes âgées, et on s'en va tous là, il n'y a pas de doute là-dessus.
s'il y a une certitude biologique qui ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est qu'après la revanche des berceaux, ce sera les marchettes contre-attaque. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Hein? Les marchettes contre-attaque, oui, j'aime ça. Tout le monde, on va tous là-dedans. Mais quand c'est les personnes âgées, non seulement la langue est importante, la sécurité, mais la patience. Et tu l'as dit, être patient. Être gériatre, c'est aimer faire de la médecine de lenteur, de la slow médecine, comme on dit, pour utiliser un anglicisme. Parce que la plupart, quand des personnes âgées, quand elles viennent à l'hôpital, c'est surtout pour se faire rassurer, pour se faire écouter. Tu ne peux pas les envoyer de façon expéditive après 5 minutes. Ça ne marche pas assez. Et pour moi, c'est encore plus important d'avoir accès à des services de santé en français quand la clientèle est à un âge plus avancé. Oui, oui. Moi, je le vois avec mes grands-parents. Là. Justement, ma grand-mère, hier, est allée à l'hôpital de Hawkesbury. Malheureusement, oui. Elle avait un souci de santé et elle a eu du très bon service. J'ai parlé à mon grand-papa tout juste avant. Elle a eu du très bon service en français et mon grand-papa, ma grand-mère comprend pas beaucoup l'anglais. Mon grand-papa est parfaitement bilingue, mais ma grand-maman, qui a habité toute sa vie en Ontario, elle a plus de difficultés à comprendre l'anglais. Alors, quand elle est arrivée à 88 ans dans un hôpital hier, parce qu'elle avait un souci de santé, elle a vécu le bon service en français, elle a pu avoir de l'aide, elle a pu avoir des soins et réponse à ces questions dans sa langue. Est-ce que c'est pas fantastique, ça? Alors, c'est vrai ce que vous dites, Boucard. À 88 ans, quand on est plus âgé, c'est plus difficile encore. C'est une couche de plus. C'est une couche de plus dans la difficulté. J'ai d'autres salutations. On a des salutations. Fantastique conversation. Bonjour du Yukon enneigé. On vous salue, les gens du Yukon. Yukon, est-ce que Yukon, ça veut dire Yukon, c'est les gels ben raides, c'est ça? Yukon, c'est les gels ben raides. Il y a aussi des salutations. Ça, c'est Sandra, donc au Yukon. Bonjour Sandra. Daniel est à Sudbury. Bonjour les gens de Sudbury également qui sont là. Salutations des territoires du Nord-Ouest. Il y a des gens qui disent c'est inspirant, des propos empreints de sagesse. Je le dis toujours. Merci Marie-Josée. Moi, je dis toujours, quand je vous lis, Boucard, moi, c'est la sagesse. Je vous lis et puis j'ai le cœur rempli j'apprends toujours, c'est un pur bonheur. Je pense que vous êtes une des personnes les plus intéressantes que le Canada a pu accueillir, puis probablement que la planète entière puisse porter. Non, c'est vrai, je vous le dis. Et je ne suis pas la seule à penser ça. Des salutations de l'Acadie, aussi de la Nouvelle-Écosse. Louise qui dit bonjour. Discours très inspirant en direct de Hamilton, en Ontario. Bonjour, France. Et là, on me dit, il faut terminer, on va être en retard. Mais on voudrait vous parler pendant 3 jours, on a tellement de choses à se dire. Salutations de l'Alberta aussi, Prince Albert en Saskatchewan. Bonjour les gens de la Saskatchewan, Terre-Neuve également. Alors, le Canada francophone est ici réuni pour parler de santé en français à travers le pays. Boucard Diouf, merci d'avoir partagé votre expérience. Merci d'avoir partagé encore ces mots de sage. Et puis, on vous dit à la prochaine, j'espère. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Adam, je te remercie parce que c'est toi qui m'as amené là aussi. Je te remercie comme un frère. Merci aussi de pousser, de faire ce que tu fais parce que je sais que tu y crois. Merci Véronique. Merci à Anne qui a pris la parole. Anne-Laisse. Merci à Antoine Desilets, le directeur. Et puis, merci aux interprètes qu'on ne voit pas, Pam et Patricia. Je sais que vous êtes cachés quelque part. Merci et merci à la technique aussi. Les gens qui sont en arrière de ça. J'ai oublié les noms là, mais tu pourrais... Jérémy, Katia. Voilà, Katia, Jérémy, merci beaucoup. Et puis, voilà, moi, solidaire. Je suis un solidaire aujourd'hui et demain. Et j'ai hâte d'aller dans les communautés francophones pour présenter mon spectacle, puis rencontrer plein de jeunes dans les écoles. Voilà. Vous allez partir en tournée rapidement? Est-ce que oui? Je vais faire le tour. Je fais toujours le tour. Hein? On a hâte d'aller à votre rencontre, Boucard Diouf. Merci bon beaucoup. Congrès à vous. Bon congrès à vous. Voilà, allez, au revoir. Merci beaucoup. Alors, Boucard Diouf, quel bonheur d'avoir eu la chance de recevoir Boucard Diouf. Wow, tellement inspirant. On se donne rendez-vous, on va prendre une petite pause, le temps d'aller manger, grignoter un peu et on se redonne rendez-vous à 13h pour la table ronde, un parcours vers l'accès, le modèle d'engagement des partenaires de la santé au Manitoba. Alors, bon appétit et à tout de suite.